Bonjour à tous, merci d'être présents ce soir pour cette conférence sur l'endométriose au sein du festival Le Mois de la Vulve. Du coup, je voulais en profiter pour remercier Cécile de m'avoir sollicité pour parler avec vous ce soir. Et je vous prie de m'excuser pour ce petit contretemps, parce que si vous voyez cette vidéo, c'est que je ne peux pas être présente parmi vous. Donc voilà, j'espère que je serai le plus simple possible et le plus clair possible pour que vous repartiez ce soir avec plus d'informations et une meilleure compréhension de cette pathologie qui est encore mal connue par les professionnels et parfois mieux connue par les patientes. Voilà, donc je vais commencer en me présentant. Donc je m'appelle Pauline Lecourt, je suis ostéopathe depuis 2014 et je me suis installée en 2015 à Grenoble. Je me suis spécialisée assez rapidement en santé de la femme en 2018, après avoir eu plusieurs patientes souffrant de douleurs de règles et avec des suspicions d'endométriose. Comme je ne connaissais pas cette pathologie, je me suis assez rapidement formée et intéressée, en tout cas documentée, et j'ai énormément appris auprès de mes patientes. Voilà, donc pourquoi ce sujet, pourquoi ce choix de pathologie? Parce qu'aujourd'hui, l'endométriose touche une femme sur 10, c'est énorme, et elle a des conséquences sur la vie des patientes qui sont assez invalidantes. Et donc il est important aujourd'hui qu'on en parle pour qu'on puisse en parler aux femmes de nos vies, que ce soit vos femmes, vos mères, vos sœurs, vos amis. Voilà, c'est important de ne pas laisser une femme qui souffre seule et en errance médicale. Donc avant de commencer, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne un petit peu le cycle menstruel. Je vais faire très simple, j'ai pas envie de rentrer dans des sujets un peu techniques. Le but, c'est qu'on reparte un peu sur les mêmes bases pour qu'on comprenne bien ce qui se passe dans l'endométriose. Donc un cycle menstruel, en gros, la femme est soumise à des hormones qui sont sécrétées par différentes glandes endorphines. Au début du cycle, on a une hormone qui s'appelle les œstrogènes qui va progressivement monter. Et donc on appelle cette phase la phase folliculaire. Durant cette phase-là, l'endomètre qui s'est désagrégé au début du cycle avec les règles va petit à petit se recréer. Et en milieu de cycle, alors souvent on dit à J14, mais en fait chaque femme est différente. Donc au moment en moitié de cycle à peu près, on va avoir un pic de cette hormone, un pic d'œstrogène qui va déclencher l'ovulation. Ce pic hormonal va entraîner une cascade hormonale qu'on ne va pas développer aujourd'hui, mais qui va entraîner un épaississement de l'endomètre pour qu'il soit bien vascularisé et qu'il permette une bonne nidation si jamais cet ovule est fécondé. Donc il va y avoir progressivement une autre hormone qui va augmenter, qu'on appelle la progestérone, et si jamais il n'y a pas de fécondation, on va avoir une chute de cette sécrétion hormonale, et du coup c'est ce qui va entraîner un désagrégement de l'endomètre et donc des règles, des menstruations. Donc pourquoi on en reparle en fait de tout ça? Parce qu'on l'a plus ou moins tous vu au collège ou au lycée, alors c'est plus ou moins frais selon notre âge, mais en fait on se rend compte que l'endométriose c'est une pathologie où on a des cellules qui se retrouvent un peu partout dans le corps, on verra après, et qui sont semblables aux cellules de l'endomètre. Elles y ressemblent, elles sont très identiques. C'est pas des cellules de l'endomètre, mais elles réagissent un peu de manière identique. Et du coup, elles vont être sensibles de la même manière à ces cascades hormonales qu'on a pu voir juste avant. Donc, ces cellules, elles vont se retrouver au niveau des ovaires, au niveau des trompes. On peut en avoir au niveau des ligaments qui vont venir tenir l'utérus. Donc je vous fais voir ce petit schéma que je mettrai ensuite en PowerPoint pour Cécile. Donc on peut voir l'ensemble des ligaments qui viennent soutenir votre utérus.
Ici, vous avez la trompe avec l'ovaire, idem de l'autre côté, la vessie, l'utérus et le rectum. Donc, vos cellules d'endométriose peuvent se situer sur ces ligaments, sur ces organes. Donc, on peut en avoir sur la vessie, sur le rectum, sur le côlon. On peut en avoir dans la paroi abdominale, enfin dans la cavité abdominale plutôt que la paroi. Sur le diaphragme, on en trouve dans certains cas aussi au niveau des poumons et du cerveau qui sont un peu plus rares. Donc ces cellules, elles vont réagir aux cascades hormonales en saignant exactement comme quand la femme a ses règles, c'est-à-dire que ces cellules d'endométriose vont se désagréger et saigner. Ce saignement va créer des adhérences, donc il faut imaginer que le sang va faire comme une colle et va venir fixer plutôt, ou encoller les différentes structures, les différents tissus les uns aux autres. Ces adhérences, elles vont venir créer une raideur et un point de fixation qui fait que quand vous avez un utérus qui est censé être hyper mobile, quand la femme marche, quand la femme bouge, etc., là il va se retrouver un peu figé. Alors l'utérus ou d'autres organes, hein, tout dépend de l'endroit où se trouve la lésion. Et c'est cette adhérence, ce sont ces adhérences qui vont créer les douleurs un peu... le fond douloureux des femmes qui souffrent d'endométriose. En parallèle, le fait qu'il y ait ces tissus, ce corps étranger, ces adhérences, ces saignements, etc., ça va créer une réaction inflammatoire de protection. En fait, comme quand vous vous coupez, il y a une réaction inflammatoire pour faire cicatriser cette zone. Quand vous faites une entorse de cheville, c'est la même chose. Et bien là, à chaque saignement, donc à chaque cycle, à chaque fois que les lésions d'endométriose vont saigner, ça va créer une inflammation. Cette inflammation, elle va créer un état inflammatoire de l'ensemble du corps qui va avoir tendance à accentuer tous les petits maux qu'on peut avoir au quotidien. Et donc c'est ça qui va être à l'origine, entre autres, de la fatigue chronique, par exemple. Donc cette endométriose, alors comment elle arrive ici, ça c'est un peu le côté obscur qu'on n'a pas encore bien déterminé. La science travaille, la recherche bat son plein, on tâtonne un petit peu. Il y a différentes hypothèses. Il y a eu pendant très longtemps une hypothèse de la femme qui a, au lieu d'avoir ses règles qui s'écoulent bien au niveau du vagin, avec une contraction un peu déstabilisée, le sang allait remonter vers les trompes pour aller inonder la cavité abdominale. C'est une hypothèse qui est de plus en plus mise de côté aujourd'hui par la recherche, mais elle existe en tout cas, donc je vous la présente. Il y a aussi l'hypothèse d'un emplacement qui vient du développement embryologique, c'est-à-dire lors de notre développement en intra-utérin, quand on était bébé dans le ventre de notre maman. Ce sont des petites cellules au départ qui vont se multiplier pour former un bébé, le corps est magnifiquement fait. Et donc vos cellules, les petites cellules qui vont se multiplier pour créer ce tissu d'endomètre peuvent à un moment donné migrer, on n'arrive pas trop à savoir pourquoi, mais donc c'est une hypothèse que des petites cellules se retrouvent à des endroits pas où elles devraient. Voilà, et ensuite il y a une hypothèse génétique aussi, qui est mise de côté, et une hypothèse, je perds le mot, maladie auto-immune, bref, je vais retrouver, mais je perds mes mots, je suis désolée. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait, l'origine de l'endométriose aujourd'hui, elle n'est pas connue. On a des hypothèses, et donc la recherche avance un peu tous les jours. Donc pareil, je mettrai sur la diapo à la fin les différentes institutions qui travaillent sur l'endométriose, mais donc vous pouvez soutenir la recherche de l'endométriose EndoFrance, EndoMind. Vous avez aussi Compare, qui est plutôt à destinée des patientes, où en fait les patientes reçoivent des questionnaires pour pouvoir faire
une sélection d'informations en fait, sur ce qu'elles vivent, leurs symptômes, etc. Et ensuite, elles peuvent aussi trouver des professionnels de santé sur Mapato qui sont spécialisés en endométriose et elles peuvent mettre à jour leur dossier médical sur EndoZiwig. Voilà, vous aurez toutes les informations à la fin, mais ça peut être intéressant. Donc revenons à nos patientes et à l'endométriose. Donc les symptômes, de quoi souffre en fait la patiente qui a des lésions d'endométriose. Donc de par ses localisations et aussi sur ce côté cyclique, donc qui fonctionne avec les hormones du cycle, ce sont des femmes qui vont avoir des grosses douleurs durant leurs règles, puisque c'est le moment où les lésions saignent et où il y a ce côté inflammatoire. Donc elles vont avoir des grosses douleurs dans le bas-ventre, des douleurs pelviennes, etc., qui peuvent être invalidantes au point d'avoir des nausées, des vomissements et l'impossibilité d'aller travailler par exemple. On peut avoir également des femmes qui vont avoir des douleurs au rapport, puisqu'on a énormément de lésions, donc je vais vous montrer sur un autre schéma. Donc on a beaucoup de lésions qui vont se trouver à ce niveau-là, en arrière du col de l'utérus, et du coup lorsqu'il va y avoir une pénétration, ça va venir étirer la lésion. Donc on a beaucoup de femmes qui vont avoir des douleurs au rapport, soit liées à cette lésion-là, soit sur les lésions qui peuvent y avoir au niveau des ligaments et qui vont figer l'utérus, et du coup comme il ne peut pas bouger, à chaque déformation qu'il peut y avoir avec la pénétration, ça crée des douleurs comme des coups de poignard, souvent elles décrivent. Ensuite on peut avoir des douleurs urinaires, donc soit au moment d'aller uriner, soit le fait de retenir, enfin bref, c'est des femmes qui peuvent avoir des troubles urinaires assez douloureux et invalidants, et des douleurs aussi anales, avec des douleurs à la défécation. Donc toujours liées à l'endroit où se situent les lésions. En parallèle de ça, donc, on redit douleurs de règles, douleurs au rapport, douleurs urinaires, douleurs fécales et douleurs pelviennes, donc situées au niveau du bassin. On va avoir beaucoup de femmes qui vont parler de fatigue chronique, qui vont avoir des gros coups de pompe inexpliqués, avec beaucoup de difficultés à se réénergiser, à reprendre le dessus en fait de cette fatigue, et où le sommeil, malgré 9 heures de sommeil, elle se réveille fatiguée. Donc ça on en parle peu, on parle souvent des douleurs parce que c'est ce qui est le plus invalidant et de plus violent entre guillemets. Mais la fatigue va avoir un impact énorme sur la vie des femmes et ce qu'elles peuvent faire en fait. On a aussi des femmes qui vont avoir énormément de troubles digestifs un peu à type de colopathie fonctionnelle, donc avec des ballonnements. On parle souvent d'endobélie, donc elles vont avoir un ventre qui gonfle énormément. C'est des femmes qui disent « Ah, j'ai un ventre de femme enceinte de 3 à 6 mois ». Voilà, qui vont avoir des grosses difficultés à digérer, qui peuvent avoir des variations de transit également. Et on parle aussi, alors ça on en a beaucoup parlé au début, et c'est ce qui a alarmé un peu tout le monde, on parle d'hypofertilité. Donc effectivement, chez certaines femmes, il peut y avoir une hypofertilité. Après, c'est pas le symptôme le plus présent chez les femmes qui ont de l'endométriose. Aujourd'hui, on compte qu'il y a à peu près 3 femmes sur 10 qui a de l'endométriose qui souffrent d'hypofertilité. Ça veut dire qu'il va avoir des difficultés à mettre en route une grossesse de manière spontanée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc on analyse un peu l'ensemble de ces symptômes pour identifier l'impact psychosocial qu'a la maladie sur la vie de la patiente. On va prendre différents aspects, comment ça impacte sa vie professionnelle, comment ça impacte la vie de couple, comment ça impacte sa vision du corps par rapport à la douleur. On a beaucoup de femmes qui sont un peu dissociées de leur corps, donc on va pouvoir établir à l'aide de différents questionnaires et entretiens comment la femme quel impact cette maladie a sur son quotidien. Au niveau du diagnostic, donc on a souvent une errance médicale parce que dans l'esprit des gens, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Alors c'est faux, c'est normal, c'est possible d'avoir des crampes le premier jour des règles,
avec une petite douleur sourde où on se sent un peu, enfin voilà, on est un peu fatigué, mais c'est pas la douleur qui m'empêche de courir, c'est pas la douleur qui m'empêche de me lever le matin, de manger, etc. La douleur de règle dite normale, c'est en fait votre utérus va se contracter pour évacuer cet endomètre, donc ces règles, ce sang. Et donc c'est comme un muscle qui travaille si vous voulez. Donc on peut avoir une petite sensation de tension musculaire, de petites contractions, mais c'est pas censé être invalidant ni douloureux, en tout cas pas plus de 24 heures. Donc comme c'est entré dans les esprits et qu'on a beaucoup entendu que c'est normal d'avoir mal pendant ces règles, on a énormément de femmes qui n'ont pas consulté, ne l'ont pas dit ou n'ont pas été prises au sérieux. Donc on a des femmes qui vont, aujourd'hui on est entre 6 et 7 ans d'errance diagnostique. Donc avant que le diagnostic d'endométriose tombe, la femme a ses symptômes pendant 6 à 7 ans. Donc pour poser le diagnostic, on fait d'abord une échographie pelvienne et intravaginale pour faire un premier point. Si l'échographie est concluante, on fait souvent une IRM associée, et si l'échographie n'est pas concluante et que, au vu des symptômes et du tableau clinique de la patiente, on va orienter vers une IRM ou non en fonction de ce qu'elle nous dit et de l'impact que ces douleurs et ces symptômes ont sur sa vie. À l'IRM, on va essayer de voir s'il y a de l'endométriose. Alors les imageries ne sont pas fiables à 100%. On ne voit pas tout, même si on voit énormément de choses, les imageries sont de plus en plus pertinentes et qualitatives. Maintenant, si on ne voit rien à l'IRM, on peut proposer une cœlioscopie exploratrice. Donc en fait, c'est par chirurgie, on va faire 3 points, mettre une caméra et aller explorer pour voir si on a des lésions. Donc ça, c'est les 3 stades. Si à l'échographie et à l'IRM on a une vision assez claire et nette des lésions, là on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Soit le médecin va proposer un traitement hormonal pour couper les règles, donc en fait pour plus qu'il y ait cette variation hormonale et que les lésions d'endométriose ne soient plus activées en fait, et donc diminuer ce fond inflammatoire, etc. Soit au vu des lésions qu'on peut voir à l'imagerie ou à la cœlioscopie, on peut proposer une chirurgie donc pour aller enlever ces lésions et ces adhérences. Donc ça c'est un peu ce qui est proposé au niveau médical. Aujourd'hui en tout cas c'est le parcours de soins le plus classique possible. En parallèle de ça, il y a des traitements alternatifs donc, qui sont complémentaires, qui sont vraiment à faire en même temps que ce parcours de soins et que ce suivi avec votre médecin traitant ou votre gynécologue ou sage-femme d'ailleurs, pour aider la patiente à gérer ses douleurs, sa fatigue, se remobiliser, etc. Donc on va pouvoir agir avec l'hypnose, la sophrologie et la méditation. Alors je demande pardon à mes confrères et consoeurs qui travaillent sur ces différentes pratiques qui ne sont pas les mêmes, mais aujourd'hui je les mets dans le même panier. Donc c'est des exercices de respiration, de visualisation qui vont être des très très bons outils pour aider la patiente à gérer une période de crise douloureuse. Ça va permettre de focaliser son attention sur autre chose et de diminuer un peu ce facteur douloureux. Donc moi je trouve que c'est un exercice qui est vraiment très intéressant et à pratiquer de manière régulière pour que ça soit un automatisme et que du coup l'outil soit efficace pour vous. Si vous le faites qu'une fois, il y a de fortes chances que ce soit, enfin en tout cas pour moi, que ce soit peu efficace. Le fait de le pratiquer de manière régulière, c'est ce qui va faire que vous allez très vite basculer dans cette visualisation et vous détacher de cette douleur qui est invalidante et très présente. Vous pouvez aussi pratiquer l'art-thérapie. En fait, le fait de vous focaliser sur le dessin, si vous êtes artistique, ça marche bien. Vous pouvez faire plein de mandalas, voilà, il existe plein de choses. Laissez parler votre créativité, mais voilà, de se focaliser sur quelque chose, d'exprimer aussi sa douleur. Vous avez pas mal de choses assez visuelles, mais vous pouvez dessiner votre douleur en fait, et du coup de vous concentrer là-dessus, ça permet de l'extérioriser aussi. C'est un très très bon outil. Et qui est gratuit, que vous pouvez faire chez vous. Donc ça c'est un bon point, puisque c'est vrai que
on en parle peu, mais tous ces soins coûtent de l'argent. Ensuite, on va avoir tout un aspect sur la mise en mouvement. Donc, comme on disait, l'endométriose, ça crée des grosses adhérences. Donc on va pouvoir utiliser des thérapies comme la kinésithérapie, l'ostéopathie, pour redonner du mouvement à ce bassin, travailler sur les adhérences, travailler sur les réactions musculaires du périnée, où souvent les femmes vont avoir des périnées très toniques liées à leur douleur, et du coup ça vient figer d'autant plus ce bassin. Donc on vient remettre du mouvement, etc. dans ce bassin, cet utérus, tous les organes du petit bassin, le côté digestif aussi, et respiratoire avec le diaphragme. En parallèle de l'ostéopathie et de la kiné, si jamais vous avez des grosses tensions et des grosses raideurs, je trouve que la pratique du yoga de manière régulière est un très bon outil, parce que ça va permettre d'entretenir ce que vous récupérez avec une séance d'ostéopathie ou une séance de kinésithérapie. En fait, le fait de vous mettre en mouvement, ça va empêcher, entre guillemets, ou en tout cas travailler sur ces adhérences et empêcher qu'elles vous figent. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et on travaille beaucoup la respiration aussi au yoga. Il y a aussi des temps de relaxation, de méditation. Du coup, c'est une pratique qui est assez complète, où vous pouvez piocher un peu de respiration, un peu de méditation, un peu de mouvement. Et du coup, je trouve que c'est très adapté pour les patientes qui ont de l'endométriose. Vous n'êtes pas obligé de faire des séances d'1 heure, vous pouvez vous faire des petites sessions de 15 minutes, 20 minutes. Mais déjà ça vous met en mouvement, ça permet d'apaiser un peu tout ça. Et c'est assez intéressant à faire. Autant sur des phases, j'allais dire, de non-crise ou de peu de douleur, autant durant les crises, ça peut améliorer. Donc bien sûr en douceur avec un yoga et des postures adaptées, mais on peut réussir à diminuer cette crise, ou en tout cas à lui faire un pied de nez dans certains cas. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il faut plutôt aller vers des yogas assez doux, donc éviter le vinyasa qui est un yoga assez tonique, mais plutôt du yin yoga. Vous allez rester dans des postures pendant 2-3 mouvements et travailler sur l'étirement tissulaire. Donc ça c'est assez intéressant. Ensuite, on peut aller travailler en acupuncture, où on va venir travailler sur le côté énergétique, circulation, libération des toxines, le côté inflammatoire aussi, qui a beaucoup dans l'endométriose. On a des très bons résultats. Donc je vous conseille, je n'en dirai pas plus parce que je ne connais pas suffisamment, je trouve ça très technique. C'est la médecine chinoise a un prisme qui est complètement différent de notre prisme d'occidentaux, et du coup je ne maîtrise pas suffisamment pour pouvoir vous en dire plus, mais c'est très intéressant et il y a des très bons résultats sur les patientes qui ont de l'endométriose. Et après on peut avoir aussi le côté aller voir un psychologue, parce que comme on l'a vu, c'est une pathologie qui impacte énormément le quotidien de la femme, et du coup ça peut vraiment atteindre moralement. Donc il peut y avoir ce côté-là un peu ras-le-bol de la maladie, acceptation de la maladie, et aussi se réconcilier avec son corps. Il y a beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose, de par les douleurs, qui vont se dissocier de ce corps, qui ne veulent plus en entendre parler. Et du coup, avec la psychothérapie, on peut réussir à trouver à un moment donné cette réharmonisation et cette réconciliation, on va dire corps-esprit, qui peut aussi être travaillé bien sûr en ostéopathie et en kinésithérapie, enfin en technique manuelle en tout cas, mais ça peut être intéressant à un moment donné de le travailler si vous sentez que la pathologie vous affecte trop. Vous avez aussi la naturopathie, donc on a énormément de plantes qui vont agir au niveau hormonal. Je vous donne 2 plantes qui sont intéressantes en tisane. Vous avez le framboisier et l'aquilée millefeuille, qui sont vraiment 2 plantes assez intéressantes à boire en tisane chez la femme enceinte, atteinte d'endométriose, excusez-moi. Et dans un second temps, sur les douleurs, sur les phases de crise au moment des règles, des menstruations, vous pouvez vous masser avec de l'huile essentielle d'estragon ou de basilic que vous diluez au préalable avec une huile végétale neutre. Si vous n'avez pas de l'huile d'olive ou de l'huile de colza, ça marche très bien. Et vous venez masser le bas-ventre, 1 goutte ou 2 dans une cuillère à soupe d'huile d'olive, bas-ventre et bas du dos. Ça soulage très bien.
Donc ça c'est des petites choses que vous pouvez mettre en place, ou en tout cas des thérapeutes que vous pouvez aller voir. Autre chose dont on parle peu, vous pouvez aller voir un sexologue. Un sexologue pour deux raisons. Déjà parce que ça touche à votre intimité et il y a énormément de femmes qui ont des douleurs au rapport qui n'en parlent pas parce qu'elles parlent uniquement des douleurs de règles, mais les douleurs au rapport c'est aussi quelque chose de vraiment important et qui vont avoir un impact conséquent sur la vie sexuelle de la femme et possiblement sur sa vie de couple. Donc c'est vraiment important d'en discuter avec un thérapeute. Donc un sexologue, vous pouvez avoir des kinésexologues, ostéopathes sexologues, psychologues sexologues. Donc il faut voir en fonction de votre ressenti et ce qui vous parle le plus. Mais c'est important de pouvoir aller en discuter pour poser des mots sur vos douleurs, sur vos projections aussi, comment vous appréhendez un rapport sexuel, le fait de dire aussi qu'un rapport sexuel n'est pas obligatoirement pénétratif. Voilà, ça aussi c'est un peu un schéma qu'on a dans nos sociétés, mais voilà, il y a pas mal de choses à déconstruire pour pouvoir retrouver une vie sexuelle épanouissante. Et ça c'est vraiment important. Ne laissez pas la maladie gagner sur ça, c'est pas possible. Ensuite, des petites choses que vous pouvez faire à la maison. Donc on a dit la tisane, on a dit l'art-thérapie, le yoga que vous pouvez faire un peu chez vous. Les huiles essentielles, vous pouvez mettre la bouillotte. Souvent les patientes connaissent bien ça. Ça détend bien au niveau musculaire. Donc quand vous avez des crampes bas-ventre lors des règles. Quelque chose qui est moins connu, c'est le bain dérivatif. Donc en fait c'est le fait de mettre son bassin dans de l'eau froide, donc c'est à ça que servaient les bidets avant, et ça fait descendre la température corporelle, donc ça va avoir tendance à diminuer le côté inflammatoire. Donc vous pouvez faire ça avec des poches de glace, il existe plein de trucs, c'est France Guillain qui en parle beaucoup. Vous pouvez avoir des poches de glace que vous mettez dans l'entrejambe, un peu comme ce qu'on met sur une entorse de cheville. Vous savez, tout ce qu'on a, on a tous des petits carrés qu'on met au congèle ou au micro-ondes en fonction de ce qu'on a. Et ben voilà, vous pouvez mettre ça dans un gant de toilette ou enveloppé dans un linge pour pas vous brûler en le posant, et vous le mettez au niveau de votre entrejambe et vous le changez quand vous n'avez plus la sensation de froid. Et donc ça va avoir tendance à diminuer votre température et donc diminuer l'inflammation. Il y a des très bons résultats chez les patientes qui ont de l'endométriose où ça diminue l'ensemble des douleurs. Et ensuite, quelque chose que je ne maîtrise pas non plus, mais que j'ai beaucoup de patientes qui utilisent, c'est le CBD. Plutôt à faible dilution, je crois savoir, enfin, dans ce que j'entends, elles sont plutôt sur des dilutions à 10%, avec 1 à 2 gouttes au coucher. Voilà, donc à tester, je ne connais pas. Voilà pour ce que j'avais à dire. Je propose un petit temps d'échange entre vous et avec Cécile, et j'espère que ça vous aura plu, que j'aurai pu mettre des mots sur des petites questions que vous aviez, vous donner des petits trucs et astuces pour les patientes qui le vivent aujourd'hui. En tout cas, ne restez pas avec des douleurs, c'est pas normal d'avoir mal et vous avez le droit d'être entendu dans vos douleurs et d'être pris en charge. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous avez des proches qui en souffrent. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de soirée, un très bon festival, et encore merci à Cécile de m'avoir sollicité. Au revoir.